colérique, malveillante, aigrie. Il y a des stéréotypes qui ont la peau dure, des figures façonnées par l'imaginaire collectif, à jamais marquées par les tourments de l'histoire. Vengeresse, tentatrice. Et il y a des femmes qui s'approprient ces clichés de l'oppression pour en faire un étendard de puissance, de bienveillance, de liberté. Sorcière. Sorcière. À l'évocation de ce mot, des dizaines d'images s'imposent directement inspirées de la culture populaire. Le nez de Madame Mime, le sacré caractère d'Hermione, la marâtre de Blanche-Neige. C'est un peu, pour citer les L5, toutes les femmes de ta vie. Elles ont envoûté films, littérature et séries télé, glorifiées par les plus grandes actrices pour le meilleur, mais aussi pour le pire. La pop culture, ça rentre partout. Par définition, elle est à l'opposé d'une culture élitiste. Ce qui m'intéresse dans la pop culture, c'est de voir comment on a présenté les femmes de pouvoir. Au fil des années, Samantha, Sabrina et les sœurs Halliwell nous ont dévoilé en filigrane des messages puissants que nos yeux d'adolescentes ont intégrés sans forcément les comprendre. Ça représente les femmes, ça représente une époque. Encouragées par ces figures populaires, les sorcières modernes ne se cachent plus. Héloïse, Sandy, Caroline, Véro et Véro. Elles sont pâtissières, tatoueuses, illustratrices ou brasseuses de bière. Elles vont au boulot et ne mangent plus les enfants. Il ne faut pas attendre d'avoir l'aval de qui que ce soit. Il faut être une sorcière audacieuse. Désormais, les sorcières sont partout, cristallisant les aspirations féministes, environnementales, spirituelles et politiques de générations de femmes. Tu peux être ce que tu veux, regarde, moi je suis une sorcière. Symbole de la persécution des femmes, la sorcière est devenue l'icône de leur libération. C'est le pouvoir en fait d'ouvrir nos bouches et d'arrêter de baisser la tête. Donc c'est un sacré pouvoir. Les sorcières, elles étaient longtemps gâchées dans les forêts, toujours planquées de l'œil des autres pour pas déranger. Et aujourd'hui, dans la pop culture, on s'aperçoit que c'est tout l'inverse. On met en avant les sorcières et leurs rituels et leurs habitudes. Et la pop culture d'aujourd'hui, elle nous montre qu'on a encore des codes très ancrés là-dessus et qu'on aime encore les ongles longs et qu'on aime la forêt et qu'on aime les rituels et le mysticisme. Donc pourquoi s'empêcher de vivre ce qui nous fait plaisir ? Ça fait une quinzaine d'années que je suis tatoueuse et ça fait 10 ans que je fais de la tatouthérapie. C'est tous les gens qui veulent se soigner l'âme et le corps par le biais de l'acte du tatouage. Je me suis intéressée beaucoup au côté spirituel et initiatique du tatouage. Je me suis aussi dirigée vers la thérapie. Je devais être art-thérapeute. C'était important pour moi aussi d'arriver pas comme une apprentie sorcière. Donc je voulais des vrais cadres de référence. Je voulais vraiment apporter plus de preuves à ceux qui ne sont pas convaincus qu'il puisse y avoir des choses qui ne s'expliquent pas et qui apportent de belles choses. Tu vas demander dans ta tête ce que tu comptes mettre dans ce tatouage pour que quand tu le vois justement, ça te fasse un rappel des forces que t'ont poussé à réussir à ce que ce soit aujourd'hui le bon moment. Une intuition décuplée, des dons de médium et de clairaudience, la sensibilité de Sandy est hors norme. Une sensibilité qu'elle met au service de son art et de ses tatoués. Tu peux aussi, comme on l'a fait dans la consultation, demander à tous tes ancêtres, aux gens que tu as aimés, vivants, pas vivants, peu importe, tes guides, ce que tu voudras, toutes tes croyances, de venir nous accompagner dans le rituel afin de justement bien dégager tout ce qui est négatif. Quand elle ancre la peau de ceux qui se transmettent son nom comme on se confie un secret bien gardé, l'ego de l'artiste n'existe pas. Ce qui compte, c'est le bien-être apporté par le tatouage, créé avec et pour les tatoués. Il faut que ce tatouage, en réalité, quand il soit terminé, quand il va cicatriser, il enferme avec lui toute la démarche que tu as voulu mettre. Les séances de Sandy sont des rituels, ces tatouages, des soins de l'âme.
Là, c'est une des parties que je préfère dans mon jardin. Ici, il y a une grande partie des plantes que j'utilise aussi dans nos mocktails, au café Contresort, et aussi pour décorer les gâteaux. Enfin, j'accepte qu'on m'appelle sorcière, j'ai peut-être une plus grande difficulté à me nommer comme telle. Mais par contre, si je devais me nommer en tant que sorcière, je serais donc une kitchen witch, c'est-à-dire une sorcière de cuisine qui met de la magie dans son quotidien grâce à l'utilisation de plantes, d'épices et le fait aussi que j'ai un jardin et que je considère avoir une connexion assez forte avec les plantes et toutes les bonnes choses qu'elles ont à nous offrir. Ici, cette plante, elle s'appelle l'immortelle et c'est une plante que j'aime bien déjà par rapport à sa couleur. Je trouve qu'elle détonne un peu, on dirait qu'elle est givrée et elle reste comme ça à peu près toute l'année. Donc on utilise les racines contre les verrues. Et elle a été utilisée en fumigation aussi pendant la Première Guerre mondiale pour assainir les hôpitaux. Dans son îlot de verdure en périphérie parisienne, Héloïse s'épanouit autant que ses plantes. Elle n'a qu'une ambition, apporter du mieux-être autour d'elle. Sa magie, ce sont ces plantes qu'elle insuffle dans ses pâtisseries et ses potions. Ce qui m'intéresse aussi dans les plantes, c'est le pouvoir qu'elles ont à nous soigner. En fait, il y a plein de propriétés hyper intéressantes qui sont dans les plantes. Donc maintenant, j'ai l'impression que j'aurais du mal à me passer d'un petit coin de verdure dans ma vie maintenant. Ça donne du courage aussi de dire sorcière. Moi, je sais que depuis qu'on a commencé à brasser et que j'ai ce sentiment-là d'être une sorcière, il y a quelque chose qui a changé en moi. Je me sens bien plus courageuse pour affronter des situations où avant j'aurais baissé la tête. On adore faire de la bière et c'est un métier passionnant pour plein de raisons, mais c'est vrai qu'on s'en sert pour pouvoir parler des sorcières, de féminisme tous les jours. Ouais, du coup, c'est plutôt une arme conviviale, une arme d'apéro, quoi. Mais ouais. Ne les appelez surtout pas Véronique ou ça les pique. Véro et Véro sont inséparables. Ensemble, elles militent, elles s'engagent et elles bossent depuis des années. Quand Véro a l'idée de se lancer dans la bière il y a 2 ans, Véro n'a pas hésité une seconde. Brasser de la bière, c'est une affaire de sorcière. Sur notre étiquette, on a écrit « En souvenir du rôle des femmes dans l'histoire de la bière et en mémoire des femmes brasseuses qui furent accusées de sorcellerie durant l'Inquisition. Nous brassons chacune de nos bières avec l'une d'entre elles. Dans cette bière, il y a une sorcière. » Et carrément, c'est un message, ouais. C'est politique, en fait. Là, je suis en train de faire 2 cartes de tarot. Une avec l'image de la sorcière, celle qu'on a, tu vois, d'une vieille femme, les cheveux lâchés, un grand nez. Je sais pas pourquoi ils mettent toujours un petit grain de beauté, un peu disgracieux sur le visage aussi, en train de faire des malédictions dans la forêt. Et à côté, la modern witch, donc la sorcière plutôt moderne. On va dire un peu comme moi, ce que je me vois aussi, en train de tirer les cartes, avec du thé à côté, le téléphone, des cristaux, des petites guirlandes, qui est plus du tout cachée, plus du tout dans sa forêt, qui est chez elle et qui est bien, quoi. Qui peut enfin travailler, être au grand jour. Sur Instagram, il y a plein de posts « Quelle sorcière êtes-vous » Très souvent, moi, je suis la sorcière divination, quoi. Il y a 5 ans, je suis allée voir un magnétiseur pour un problème de hanche et en fait, c'est lui qui m'a mis sur la voie de la spiritualité, de l'ésotérisme en me disant « mais en fait, tu sais que tu es comme moi, quoi. Tu perçois des choses ». Après, il m'avait dit « surtout, n'utilise pas les cartes » et je l'ai fait quand même. Au début, l'illustration et le tarot, c'était complètement séparé pour moi. Et en fait, plus les années avançaient, plus le tarot prenait de l'ampleur. Dans son cocon parisien, bercé par les ronrons de son familier, Caroline mêle désormais ses 2 passions, le dessin et l'ésotérisme. La jeune tarologue est une sorcière de son époque, connectée aux autres et à sa spiritualité, sans cesse à se questionner et questionner le monde. J'aime bien mettre des couleurs assez vives, parce que dans les cartes, la tradition, c'est vrai que c'est plutôt des cartes qui sont que avec 3-4 couleurs. Et moi, j'aime bien travailler avec énormément de couleurs,
Parce que pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est énormément coloré. On passe par toutes les phases. Il y a des jours où on est plus jaune, d'autres où on se sent plus vert ou violet. Dans l'imaginaire collectif, il est une nuit réputée pour être le théâtre des mauvais esprits. Une nuit pourtant joyeuse, où les sorcières aiment se réunir. Samhain, plus connu sous le nom d'Halloween pour les moldus que nous sommes. Une fête ancestrale qui puise ses racines en Grande-Bretagne. J'adore l'Angleterre, je suis persuadée d'avoir déjà fait des vies antérieures là-bas, c'est obligé. Il y a beaucoup plus d'offres de shops, de boutiques en Angleterre qu'à Paris par exemple. Sur les vitrines, tu vois, ils mettent genre aujourd'hui session de tarot reading si vous voulez venir. Tout ce qui est légende, tout ce qui est mystique, c'est plus mis en avant. I am a witch, and I have conjured you for my... À chaque fois, en fait, quand je veux créer un rituel ou une petite soirée comme ça, tu vois, comme pour Samhain, j'aime bien regarder à chaque fois l'historique, tu vois, de qu'est-ce qu'on célèbre. Halloween, c'est le premier jour de l'année pour les sorcières, un moment pour se rassembler et célébrer les défunts. Pour l'occasion, Caroline réalise un rituel qu'elle partage avec ses abonnés. C'est un tirage spécial pour le 31 octobre, pour ce soir, vu que c'est la nuit où le voile est le plus fin entre le monde des vivants et le monde des entités, des fantômes. À chaque fois, mes rituels, c'est toujours tirage de cartes et un travail d'écriture. En bonne sorcière contemporaine, pour ce rituel, Caroline mêle tradition et modernité. Quand tu as des rituels avec trop d'ingrédients, moi, ça me c'est pas que ça me décourage, mais presque, quoi. Ça, c'est le côté, il faut que je me protège, il faut que je m'isole. Parce que peut-être, tu vois, dans mes ancêtres, il y a eu des gens qui sont un peu, qui se sont fait avoir ou qui ont été trop soumis ou qui ont trop... Là, c'est vraiment le côté, il faut que je me barricade, il faut que je mette une barrière. La lettre, tu vois, que t'écris à tes ancêtres et qu'après tu brûles, ça, c'est un grand classique. Cette étrange nuit de Samhain est l'occasion unique d'entrer en contact avec nos ancêtres, de les remercier, de les pardonner ou de se faire pardonner. Tiffany vit en Angleterre depuis 8 ans. Ici, Halloween a une signification beaucoup plus importante. Les Britanniques sont attachés à cette tradition. Là, on s'est un peu baladé dans le quartier. Et toi, t'as vraiment vu une différence ou pas entre la France et l'Angleterre? On célèbre nos ancêtres. On leur donne ce qu'on a récolté pour les remercier pour l'abondance. Et donc en fait, de dériver de tout ça, donc on a aussi retenu surtout la lanterne. Du coup, à la base, en Angleterre, c'était un navet parce que c'était le seul truc que tu trouvais ici. Mais ça a été popularisé aux États-Unis et eux, ils avaient des citrouilles. Et donc on l'a récupéré aussi ici. Je suis en train d'imaginer un navet. C'est petit, un navet. Alors là, attention. Donc là, on va être en mode un peu Julien Lepers. Donc ça va être le premier qui répond gagne. C'est parti. Où les sorcières d'Eastwick vivent-elles? Mao? Oui. Non. Qui fut à l'origine du procès de Salem en 1692? On veut des noms. Oui, à cause de l'accusation, voilà, de 2 adolescentes à l'encontre de leur esclave. Un point pour tout le monde. Voilà. On a un level de malade ici. Si aujourd'hui les sorcières s'affichent au grand jour, ce ne fut pas toujours le cas, loin de là. On continue. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer d'où vient la symbolique du chapeau pointu? Alors il semblerait qu'en Angleterre, en tout cas les brasseuses anglaises, d'une part mettaient un grand chapeau noir pointu pour se faire repérer sur les marchés où elles allaient vendre leur bière. Elles avaient des chapes pour éviter les souris. Elles brassaient dans des chaudrons. Et elles mettaient une gerbe d'orge pour signifier que la bière était prête sur leur porte. Ouais. Donc le balai, tout le costume de la sorcière d'Halloween d'aujourd'hui vient des femmes brasseuses anglaises. C'est pour ça que notre logo, c'est un chapeau et un balai.
Au 1er siècle du Moyen-Âge, la bière était donc une affaire de femmes. Une activité domestique pour nourrir la famille ou soigner grâce aux plantes ajoutées dans le chaudron. Vendue aux voisins, puis sur les marchés, la bière devient rapidement un business florissant pour ces femmes. De quoi attiser la convoitise. Certains profitent de l'Inquisition pour accuser les brasseuses de sorcellerie et renvoyer les femmes à la maison. Les femmes ont été dégagées de toutes leurs activités professionnelles. Pour quelles raisons? Principalement parce que les femmes brasseuses avaient une certaine indépendance vis-à-vis des hommes. Il s'agissait beaucoup de femmes seules, veuves, qui choisissaient de vivre seules. À l'époque, toute forme d'indépendance dérange. Toute femme détentrice d'un savoir et par extension d'un pouvoir dérange. Toute vie hors du rang dérange, surtout les hommes. C'est l'Église catholique qui signe l'acte de naissance et de mort des sorcières européennes. 1486, publication du Malleus Maleficarum, sorte de guide de la chasse aux sorcières. Les meilleures méthodes pour les capturer, les juger et les éliminer, tout y est, pratique. Et pour les repérer, rien de plus simple, ce sont principalement des femmes. Trop frivoles, torturées. Trop indépendantes, brûlées. Trop savantes, noyées. Et contrairement aux idées reçues, c'est sous la Renaissance, époque pourtant connue pour son humanisme, que la chasse aux sorcières a eu lieu. Les historiens estiment que 200 000 femmes ont été tuées en Europe. C'est un féminicide à grande échelle. Il serait temps, oui, déjà de l'enseigner, de s'interroger en effet sur ce qu'on en garde en tant que femme aujourd'hui. Triste héritage de ces pages sombres de notre histoire, les œuvres de l'époque dessinent les sorcières sous les traits d'une jeune femme sensuelle et tentatrice ou d'une vieille femme maléfique. Dans tous les cas, ses intentions ne sont jamais bonnes. Une figure fascinante dont la pop culture va se délecter. L'image qu'on se faisait de la sorcière qui était cette vieille femme au nez crochu qui mangeait des enfants, c'est pas la pop culture véritablement qui l'a façonnée comme ça. C'était plus la culture littéraire. C'était les contes qui après sont devenus des dessins animés. Il y a beaucoup de gens, si on leur demande qu'est-ce que c'est une sorcière, comment tu la décrirais? Moi, je pense à Baba Yaga, l'image de la méchante qui mange des enfants, quoi. Tout de suite, moi, je pense à ça. Je pense à cette vieille dame, pas forcément gentille. Une vieille dame avec un poireau, voilà, qui veut nuire. La méchante sorcière de l'Ouest. Une femme échevelée, dont la bouche produit des horreurs. Elle crachait des serpents. Ça a été terrible pour l'image de la femme célibataire qui a juste envie qu'on lui foute la paix quand elle est à la retraite. Hansel et Gretel, du coup, c'est mon premier souvenir de sorcière. Ça commençait par grignotis, grignotons. Qui grignote ma maison? Tranquillement, les enfants répondirent « C'est le vent, le céleste enfant ». Ils continuèrent à manger sans se troubler. Mais la porte s'ouvrit d'un grand coup et une très vieille femme apparut, appuyée sur une canne. Et j'avais trop peur de cette sorcière qui était sur le pas de la porte. Pourquoi pas devenir cette sorcière qui fait des gâteaux, pas pour attirer les enfants du tout, mais parce que voilà, la gourmandise, ce côté-là, réconfortant, je trouve ça vraiment chouette, vraiment intéressant. J'ai un peu l'impression d'être une gentille sorcière. Un rêve de petite fille devenu réalité. Depuis 2 ans, Héloïse tient un café ésotérique dans le nord de Paris avec Mathilde, sorcière elle aussi. On propose du tout fait maison, donc des gâteaux principalement, on est pâtissières toutes les deux. Toutes nos potions magiques qu'on propose ici, ce sont des vraies potions magiques parce qu'elles contiennent des plantes adaptogènes du coup. Donc comme la mucuna, on appelle aussi dopamine parce que ça contient de la dopamine naturelle. Et à chaque fois, voilà, il y a l'effet magique fumant comme la reine dans Blanche-Neige, qu'on aime beaucoup. Blanche-Neige et sa sorcière Vamp, une référence pour Héloïse comme pour beaucoup de sorcières modernes, génération biberonnée aux dessins animés d'un certain Walt Disney. Dès les années 1930, Hollywood s'empare de la figure de la sorcière et la porte au grand écran. J'adorais sa robe là avec la cape violette, enfin je voulais la même. Il y a un pouvoir qui est quand même assez attirant. Et ok, elle était méchante. S'il faut prendre le thé, je préfère prendre le thé avec la sorcière plutôt qu'avec Blanche-Neige. C'était quoi l'autre exemple? Une femme assignée à résidence? C'est vraiment quelque chose qu'on attribue à la femme, quoi. Que si elle est belle, forcément elle est neuneu ou elle est vénale. La seule préoccupation de la sorcière, c'est de savoir si elle est toujours la plus belle du royaume. De son apparence physique dépend sa survie sociale. Cette scène, en fait, elle résume
Tout ce qui va pas en fait. Les femmes sont toujours réduites à leur apparence, à ce qu'elles représentent en fait. Et celle-ci, elle est magnifique, mais il y en a une plus jeune qui arrive. Ça maintient cette idée que les femmes sont concurrentes. On commence sa vie en se disant qu'il y a la bonne femme qui correspond à un idéal et celle qu'il ne faut surtout pas être. Là où c'est vraiment un problème, c'est surtout que ça dit aux petites filles et aux petits garçons, j'espère aussi, que vieillir, c'est moche. C'est désespérant, hein, quand même. Mais ouais, la beauté pour qui, déjà? Pour les hommes, bien sûr. L'équipe scénaristique de Blanche-Neige, entièrement masculine, imagine 3 modèles de femmes pas franchement inspirants. La marâtre jalouse, la princesse insipide et enfin l'horrible sorcière machiavélique. C'est un choix narratif. Si des femmes se tirent la bourre, c'est tout simplement parce que tu as créé un système dans lequel, comme Highlander, il ne peut en rester qu'une. Après Blanche-Neige, la machine Disney ne s'arrête plus. Sa vision des femmes s'inscrit plus ou moins subtilement dans ses personnages de sorcières. Jalouse, vénale, incontrôlable, la sorcière endosse tous les vices. Comment on arrive à expliquer que pour un homme, un sorcier, c'est quelqu'un de puissant qui aurait une sorte de vision d'ensemble, alors que la sorcière, c'est une figure négative? Le cinéma récupère la figure de la sorcière et la façonne au gré de ses envies et fantasmes. Tantôt lubrique et provocante, soumise ou obsédée par la quête d'un mari. C'est le meilleur formatage du monde. C'est-à-dire que moi, on m'a bien dit qu'il fallait que je reste chez moi à attendre un prince et surtout que je sorte pas parce que sinon j'allais mourir justement en crachant des serpents. Et évidemment, la sorcière est celle qui sait, celle qui tente, c'est l'aventurière, c'est la courageuse et systématiquement, elle meurt dans d'atroces souffrances. En 1939, Victor Fleming donne naissance à la première bonne sorcière de la culture populaire. Mais les stéréotypes ont la peau dure. The Munchkins. They're laughing because I am a witch. I'm Glinda, the witch of the north. You are? Oh, I beg your pardon, but I've never heard of a beautiful witch before. Only bad witches are ugly. La petite fille lui dit mais tu peux pas être une sorcière parce que les sorcières elles sont moches, elles sont méchantes. Parce qu'elle-même en fait elle a cet imaginaire de la sorcière en noir, en vert, et que s'il fallait aller de l'autre côté, il fallait changer son apparence, il fallait changer sa manière de parler, il fallait changer aussi son comportement. Et donc son comportement, c'est sois docile et tais-toi. Mais heureusement, je pense que les œuvres de la pop culture, à partir d'une certaine époque, et aussi parce qu'entre-temps, il y a eu des luttes féministes, ont commencé un petit peu à être détricoter cette image-là. Dans les années 60, la télévision s'invite dans les foyers et devient le média de masse par excellence, distillant des messages puissants couverts d'un vernis de divertissement. En plus, il n'y avait que 3 chaînes au départ. Tout le monde a bouffé la même chose. Et forcément, ça s'imprime durablement dans la tête. J'adorais cette série. Pour moi, ça a été un tournant. C'était un petit peu de l'émancipation avant-gardiste, finalement, parce que celle qui devait regarder ça dans les années 60, si elle était bobonne à la maison, il n'empêche qu'elle devait vouloir quelque part ressembler un peu à cette sorcière. C'est la première fois qu'un personnage féminin fort tient le rôle principal d'une série. Une sorcière bienveillante, bien que cantonnée à la vaisselle. Samantha est mariée et casse le cliché de la sorcière seule. Mais pour pouvoir profiter de la vie maritale, il faut abandonner ses pouvoirs. Je croyais pas que tu reviendrais de si bonne heure. Oh, inutile de le préciser, c'est évident. Alors voilà le genre de choses qui se passent continuellement en mon absence, Ah n'est-ce pas? non, écoute Jean-Pierre, j'avais cassé ce vase ancien et comme c'est un présent de ton oncle Albert, j'ai aussitôt pensé que... Je sais ce que tu as pensé. Tu t'es dit que la seule chose à faire était de tortiller ton nez et réparer ta maladresse grâce à la sorcellerie. Tu es de plus en plus sorcière et de moins en moins ma femme. Il lui reproche d'être de plus en plus sorcière et de moins en moins sa femme, alors qu'en fait, l'une ne va pas sans l'autre. Mais le fait que sa femme ait des pouvoirs, lui, il se sent émasculé. Mais en fait, ça me fait même pas rire. Enfin, j'ai envie de pleurer, quoi. C'est tellement intégré par la plupart des femmes que la plupart d'entre nous se réfrènent naturellement. Moi, je sais que j'ai un peu cette problématique-là, encore actuellement, va falloir que je l'annonce, quoi. Oh là là, je gagne plus que mon mec, oh là là, j'ai plus de talent que lui, oh là là, j'ai plus d'ambition. Alors on va redoubler d'efforts pour être bien normal.
Pendant 8 saisons, Samantha n'aura de cesse de désobéir à son mari. Un féminisme à nuancer, mais une porte qui s'ouvre. C'est féministe et pas complètement assumé, parce que c'est quand même très second degré, c'est des messages subliminaux. Pour les femmes de l'époque, c'était arriver à décanter leur propre émancipation, tout en étant encore politiquement correcte vis-à-vis du mari, de la société et de revendiquée absolument pas comme telle. C'était déjà un signe, je pense, que quelque chose se préparait. Dans les années 70, des groupes féministes s'approprient le symbole de la sorcière. À New York, le mouvement Witch enfile capes et chapeaux pointus dans ses manifestations. Les écoféministes font alors le parallèle entre la domination des humains sur la nature et celle de l'homme sur la femme. De l'autre côté de l'Atlantique, les Italiennes scandent « Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour » dans leurs manifestations pro-avortement. Revendiquer d'être une sorcière, on est à mi-chemin entre la provocation et une affirmation évidente. En fin de compte, il n'y a pas une femme en Europe qui n'a pas une ancêtre qui a été au minimum accusée de sorcellerie. J'ai des frissons quand je dis ça, parce qu'en effet, c'est vraiment l'histoire de chacune et de chacun. Dans les cortèges féministes, il y a encore aujourd'hui des sorcières. C'est pas un gadget et c'est pas un déguisement. Les générations ont toujours besoin de s'accrocher à quelque chose, à une figure qui va devenir le symbole d'un mouvement. Il y a une sorte d'empowerment avec le mouvement sorcière. Tout est politique, nos existences sont politiques. Et être sorcière, c'est aussi ça, être impliqué dans les luttes de libération de tout le monde. Se réapproprier l'image de la sorcière qui est de se réapproprier l'image de la femme qui a le droit d'être indépendante, qui a le droit de soigner et qui a le droit d'exercer toutes les activités qu'elle souhaite. Se réapproprier une insulte et la brandir comme un étendard, une méthode militante récurrente et efficace. Véro et Véro en ont fait leur credo jusque dans leur chaudron. Le mot virago est un très vieux mot, quasiment plus employé aujourd'hui, qui à l'origine désignait une femme qui avait le courage d'un homme. Alors, on peut discuter déjà cette première définition, puisqu'on peut parler d'une femme qui a du courage tout court. Mais cela dit, c'était donc un mot qui avait plutôt un sens positif. Il a suivi une dégradation péjorative au fil du temps, comme beaucoup de mots, en tout cas dans la langue française, qui désignent ou qui qualifient des femmes. Et il est devenu une insulte, en fait. Et aujourd'hui, quand on lit la définition dans le Larousse ou dans le Robert, la virago désigne une femme d'allure masculine, autoritaire, acariâtre, synonyme dragon. Les deux brasseuses se servent de leur bière pour redonner leur place aux femmes. Et même jusqu'à Paris, où elles ont été conviées à un salon qui associe des producteurs de vin et de bière, donc, à des maisons d'édition. L'organisateur a eu la bonne idée de les unir aux éditions Cambourakis qui ont publié les livres de la sorcière Starhawk, autrice écoféministe américaine ultra connue et reconnue. Une fierté pour Véro.
J'imagine que ces livres sont son moyen de lutte contre le patriarcat au même titre que le sont nos bières. On ne distribue pas à Paris parce qu'on a une toute petite brasserie. C'est des femmes qui brassent, c'est des femmes sur les étiquettes. Les femmes se sont fait accuser de sorcellerie, les femmes qui brassaient, parce que ça les rendait indépendantes. L'idée étant de rappeler cette histoire et surtout de ne pas l'oublier et surtout de la faire connaître. Jusqu'au Moyen-Âge, les femmes avaient des métiers et à peu près tous les métiers. Oui, voilà. Il y avait des femmes forgerons, il y avait des femmes qui exerçaient. Forgeronnes, du coup. Oui, pardon. Ça va peut-être nous sembler rien pour vous, mais il y a beaucoup de gens qui nous disent alors vous êtes brasseur, qui ne font même pas l'effort de dire brasseuse en fait. Ou qui nous demandent carrément où est le brasseur quand il rentre dans la brasserie. Aujourd'hui, on dit qu'on féminise les noms de métiers. Sauf que non, ils existaient avec des noms féminins, puisque des femmes les exerçaient. L'histoire les a effacés. Forgeronne, mais aussi médecine ou autrice. Faire disparaître les mots, c'est faire disparaître les femmes et leur apport à la société. L'invisibilisation des femmes dans l'histoire, voilà, c'est un phénomène qu'on connaît bien. Let's go, girls. Fini d'être invisibilisées. Portées par leur époque, les sorcières sortent du placard, assument leurs dons et n'ont plus peur d'être pointées du doigt. J'ai toujours eu des capacités enfant avec de vrais ressentis. J'avais déjà des visions, j'avais des prémonitions, j'avais vraiment des moments de divination qui étaient tellement tangibles et vérifiés par le temps. Je ressentais comme des messages qui me disaient que c'était normal, que c'était pas grave, que ce que je ressentais, c'était pas quelque chose de mauvais. On va demander les meilleures énergies, que tout ce qui est négatif reste à l'extérieur de nous. Je suis une sorcière, mais je suis aussi une voyageuse. J'ai des racines tziganes, je suis née dans une caravane et j'ai vécu 17 ans dedans. Je sais ce que c'est que le rejet. Du coup, d'être déjà bizarre plus voyageuse, c'était pas très différent finalement. Je pense que très franchement, j'ai usé du côté c'est un artiste. Ils ont le droit d'être complètement folklore, décalés. C'est normal, ce sont des artistes. Donc je me suis un petit peu fondue comme ça. Allez, venez! Entrez chez la sorcière de l'amour. J'ai mon entourage proche qui à chaque fois, quand ils m'ont vu il y a quelques années, commençait à avouer les choses. On me disait, mais tu te rends compte, tout le monde va le savoir. Je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais le but n'est pas de faire plaisir à qui que ce soit d'autre qu'à moi-même. Quand on comprend ça, on peut assumer toutes les caméras du monde. Aujourd'hui, Sandy assume sa différence et se drape de ses talents scintillants sans concession. Pour la sortie de son oracle, elle a organisé une soirée d'inauguration en grande pompe. Le nombre de gens qui ont répondu présent, quasiment tous ceux qui sont venus ont fait de la tatou-thérapie chez moi, donc il n'y avait pas besoin de les convaincre, ils connaissent et la personne et le personnage de la soirée. Très haut en couleur. Ah, ça t'a fait une sensation? Ça fait toujours une sensation quand j'arrive. Avec les symboles qu'elle a créés pour les tatouages de sa tatou-thérapie, Sandy a conçu un oracle illustré par ses soins. Je me suis dit, Sandy, il faut te lancer, quoi. Alors petit à petit, c'était très timide. Tirez une carte pour voir votre symbole et tout. Et en fait, les gens ont complètement adhéré. Bon, j'ai poussé le truc et puis j'ai fait 174 symboles et puis finalement 366. Au choix. Celle-là? Allez, ça sera ça. La carte de la passion et des émotions intenses, d'écouter ses impulsions et ses grands rêves. Mais je crois qu'il y a un peu aussi un rapport qui sort du cadre pro, passionné, tu vois quoi. Les outils tels que les tarots et les oracles, c'est des outils qui sont support à l'intuition, au développement personnel et au ressenti. Et si on a son petit oracle à la maison, tu te sors 3-4 cartes, et puis ça va t'éveiller à peut-être voir ta situation d'une autre façon. Caroline est aussi de ces sorcières qui ont des dons. Des dons qu'elle a enfouis, par peur de passer pour une folle, avant de les apprivoiser.
Depuis l'enfance, j'ai des très fortes intuitions. C'était la veille de la mort de quelqu'un, et ça l'a fait pour des membres de ma famille, où j'ai une voix qui me répète 3 fois en boucle « cette personne va mourir ». On n'a pas du tout été élevé dans des valeurs religieuses. Ma mère bosse dans le médical, donc il y avait aussi un côté de voilà, quand on meurt, non désolé les enfants, il n'y a pas de paradis. Donc je l'ai un peu mis sous le tapis pendant près de 26 ans. Là, je bosse sur un nouveau projet, c'est un agenda astro qui sera pour les collèges et lycées, la signification des heures miroirs, sur comment faire ses intentions pour la nouvelle lune, la pleine lune. Depuis la nuit des temps, en fait, l'homme a regardé les étoiles pour un peu s'informer, pour se guider. Donc c'est juste, j'en fais une traduction un peu moderne. J'ai vraiment pensé à la petite Caroline adolescente où je me dis, en fait, ouais, ça m'aurait aidé. Je regrette de ne pas avoir travaillé plus tôt mon intuition. J'ai l'impression d'avoir un peu perdu quelques années à me chercher, à accepter et après à travailler. J'ai hâte de voir les futures générations, ce qui va en sortir, vu que cette parole, elle s'est libérée, parce que c'est des gens qui vont travailler dès l'enfance cette intuition-là, qui vont pas avoir peur de l'exprimer. Dans les années 90, les sorcières teenage dynamitent petit et grand écran. Elles sont toujours puissantes, mais elles deviennent sexy et cool. Une révolution. Sabrina et son chat bavard ouvrent le bal. Quand elle découvre, le jour de ses 16 ans, qu'elle est une sorcière, c'est la cata. Tout ça, ce sont des histoires. Chérie, je sais que c'est difficile, mais il va te falloir l'accepter. Tu es différente des autres. Tu es spéciale. Mais je ne veux pas être spéciale, je veux être normale. Pour une adolescente, tu signes ton arrêt de mort. Grâce à ce grimoire offert par ses tantes, Sabrina se détache des injonctions auxquelles elle était destinée. C'est en assumant d'être une sorcière que l'adolescente trouve le chemin de l'émancipation. Buffy et les sœurs Halliwell lui emboîtent le pas. Ces séries accompagnent les ados sur plusieurs années. Ah là là, mais la trilogie du samedi, j'adorais trop. Fini d'utiliser ses pouvoirs pour passer l'aspirateur ou changer de robe. Cette fois, les sorcières se réunissent pour sauver le monde. Je regardais ça avec des yeux en me disant mais c'est génial, ça va être trop bien de pouvoir s'affirmer, d'avoir ces pouvoirs-là, d'écouter son intuition, d'avoir des flashs. Ça a insufflé aussi quelque chose de très fort dans la pop culture, de groupes féminins, de manière aussi de se battre contre des personnes qui nous rejettent. La sorcière n'est plus seule, elle agit en bande ou en famille comme Prue, Piper et Phoebe. Le premier démon qu'elles affrontent et la première façon de le repousser, c'est de se tenir les mains et de dire c'est parce qu'on est toutes les trois qu'on vaincra. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Je ne suis pas tout seul. Le pouvoir On est des millions dans des endroits que vous ne soupçonnez pas. Ça a permis une certaine acceptation, c'est devenu cool en fait. Et on pouvait dire qu'on peut être sorcière. Après, ça reste des femmes qui sont en mini-jupe avec des gros décolletés et qui courent en talons. Donc bon. Et Phoebe en particulier, qui à mesure que les saisons passaient, les t-shirts raccourcissaient, enfin elle prenait vraiment, mais elle devenait hyper sexualisée. C'est pour ça que je pense que c'était fait par des hommes. Bien vu, la showrunneuse de Charmed a fini par claquer la porte, les producteurs lui demandant sans cesse moins de pratiques magiques, moins de légendes et surtout moins de vêtements. Dans The Craft, les nymphètes sont des copines de lycée qui se vengent de ceux qui les rejettent en s'unissant dans la magie noire. On représentait une sorcière aussi qui était noire, qui n'était pas une sorcière vaudou, je précise aussi, parce que souvent les femmes noires, en tout cas quand elles sont des sorcières, ce sont souvent des sorcières vaudou. Je crois que c'était une des premières fois où je voyais dans un film la question du racisme abordée dans un casting principalement blanc. Et je pense que c'est quelque chose qui a dû faire du bien à beaucoup de personnes. Rochelle est la cible des filles populaires du lycée, victime de propos racistes jusque dans les vestiaires de la piscine où elle se moque de ses cheveux. Oh là là, c'est dégueu, il y a un poil de cul dans ma brosse, mais je rêve. Ah mais non, je suis conne. C'est encore Rochelle qui s'est brossé la tignasse avec. Cette intrigue autour des cheveux n'est pas anodine. Les afrodescendants gardent en mémoire les persécutions subies par leurs ancêtres, symbolisées par leurs cheveux rasés ou cachés lors de la traite négrière et bien longtemps après. Mais tu sais, j'avais lu un truc comme ça justement sur les tresses et le rapport aux tresses
en Afrique de manière générale, ou vraiment les communautés afrodescendantes, l'importance justement de le faire à plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, tes cheveux, tu peux pas t'en occuper seul. C'est vraiment un moment de communion, un moment de partage. Et je trouve ça vraiment trop beau. Les cheveux comme lien social et au cœur de l'identité des femmes. Comme un retour à l'envoyeur, Rochelle utilise alors ses pouvoirs pour faire perdre ses cheveux à son bourreau. On doit vraiment déconstruire ce film en disant non, la sorcellerie, ce n'est pas que faire du mal, ce n'est pas que de la vengeance. C'est proche de la nature, c'est pour faire du bien, c'est pour guérir. Et c'est la pop culture, c'est le cinéma, c'est les séries qui ont vraiment insufflé l'idée que les spiritualités africaines étaient maléfiques. Quand j'étais ado, il y avait peu de représentations, il y avait peu de personnes qui me ressemblaient. Et ça, j'en ai beaucoup souffert. Moi, mon rêve, quand j'étais ado, c'était d'être blonde aux yeux verts et avoir les cheveux raides. Moi, j'ai découvert beaucoup plus tard Kirikou avec Karaba la sorcière, où je trouvais que c'était génial parce que ça mettait vraiment, tu vois, en avant la beauté de l'Afrique. Et tu vois, quand elle a tous ses bijoux. Et ça, je trouvais que c'était vraiment une belle vision de la sorcière. Et on explique aussi pourquoi elle est méchante. Karaba transforme les hommes qui l'ont fait souffrir en fétiches à son service. Kirikou la délivre, il se marie et forcément, elle perd ses pouvoirs. Pourquoi est-ce qu'on lui enlève ses pouvoirs ? Je suis contre. En 1997, une autre figure de sorcière vient bousculer les mœurs. Willow, la meilleure amie nerd de Buffy. Elle rencontre Tara qui va lui apprendre les secrets de la sorcellerie. Et c'est une formidable histoire d'amour avec Tara, qui est une personne qui bégaye, qui s'assume pas, et en plus qui ne correspond pas au canon de beauté des jeunes teenagers présentés à l'écran. On va assister au premier baiser entre deux femmes de la télévision de prime time américaine. C'est vraiment un moment qui est fondateur dans les séries et dans la représentation des personnages LGBTQ. Lorsque Tara est tuée, Willow, devenue une sorcière très puissante, va sombrer et devenir Dark Willow. Merci. Sauve-toi, Dawn, cours. Reste. On est entre amis ici. Elle devient Dark Willow, elle contrôle plus ses pouvoirs. Et il y a cette idée insidieuse qui rentre dans la tête des gens, c'est qu'une femme qui a du pouvoir, c'est une femme qui ne saura pas quoi en faire, ou qui perdra le contrôle. Début des années 2000, une nouvelle sorcière, elle, contrôle pleinement ses pouvoirs avec un seul leitmotiv, le travail. Hermione Granger, fille de Moldu, doit faire ses preuves pour être acceptée comme une vraie sorcière. Hermione, elle représente une première étape de vie d'une sorcière. On se crée une boîte à outils et après, on devient une sorcière aguerrie avec ses propres pouvoirs, avec ses propres aptitudes. Effectivement, c'est quelqu'un qui doit travailler dans la sorcellerie, qui doit faire ses preuves, ça me parle un peu plus. C'est peut-être le parcours qu'on est tout en train de faire aussi, de se réapproprier cet univers-là, de trouver sa voie là-dedans, d'exceller là-dedans aussi à notre niveau. Hyper studieuse, parfois un peu tête à claque, Hermione fait passer le bien commun avant ses amourettes. L'apprentie sorcière montre que la magie est une affaire sérieuse. On a tout ça en nous et il faut le travailler, c'est comme tout. C'est comme la musique, c'est comme le dessin, comme la cuisine. Je dis le don, mais je ne sais pas trop comment dire, mais pour moi, je ne crois pas au don, parce que je pense vraiment que tout le monde l'a et que c'est juste quelque chose à débloquer. Un tarot, c'est un jeu de cartes, 78 cartes, qui ont toutes une symbolique. C'est un outil dans lequel, en fait, toutes les émotions humaines, tous les cycles sont symbolisés, qu'on utilise pour de la divination, mais aussi pour se découvrir soi, pour du développement personnel. Est-ce que tu peux penser à ton couple, à la personne, et me choisir une carte main gauche, s'il te plaît? Don't try to change me in any way. You don't own me. Je te rassure, ma pratique n'est pas du tout prédictive. Donc je ne sais pas quand tu meurs, avec qui tu te maries. Mon analyse, en fait, si tu veux, elle est psychomorphologique. C'est-à-dire que la forme de tes mains, la forme de tes doigts, le placement des lignes, ça va me donner des indications plutôt sur ta personnalité. J'ai une passion pour les mains. Je trouve que les mains, c'est très beau. C'est la première chose que je vais regarder chez les gens. J'ai besoin que tu secoues les mains, comme ça, d'abord. Et quand tu te sens flex, tu vas
poser les coudes sur la table. Suite en fait à un état dépressif, je cherchais une pratique pour m'aider à me reconnecter en fait à moi-même. J'ai trouvé un livre de Chiro dans la bibliothèque et je me suis dit ah cool, c'est quelque chose qui s'apprend et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. En chirologie, on va pas considérer les mains en termes de main gauche, main droite, mais ça va plutôt être en termes de main active, main passive. En fait, ta main active, c'est la main avec laquelle tu écris ton prénom. Et dans cette main-là, les lignes, elles changent naturellement tous les 6 mois, 1 an. Et toi, tu peux influer sur leur trajectoire consciemment. On voit que tu as un très gros mont de Vénus aussi. Et ça suggère aussi que tu as tendance à être plus généreuse avec les autres qu'avec toi-même. Mais je me permets de te rappeler la petite phrase de ma grand-mère. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je considère que je suis toujours en apprentissage et j'espère que je le serai toujours. Quand j'ouvre une consultation, moi je me canalise. On ne peut pas être un bon canal si on n'est pas ancré. Lors d'une consultation lecture d'âme, c'est très simple. J'ai besoin des prénoms de naissance, j'ai besoin des noms de famille et j'ai besoin de... En fait, il n'y a jamais de règles. C'est comment je vais le sentir, c'est comment j'ai envie. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Tu vas me donner, s'il te plaît, tous tes prénoms de naissance, il y en a plusieurs. Sans réfléchir à l'instinct, comme ça vient, une couleur qui te vient tout de suite dans la tête. Moi, je travaille principalement sur le présent et le proche avenir. Pourquoi je fais ça? J'ai fait des consultations de voyance, franchement, qui se passaient super bien. Mais pour moi, les gens, je les rendais un peu addicts. Je nourrissais les gens. Et je ne leur apportais pas finalement le choix de faire ou pas les choses. Alors, tu arrives à un moment de ta vie où effectivement, il y a une nouvelle énergie qui va te demander d'écouter un petit peu plus tes rêves. J'ai l'impression que tu as déjà fait pas mal de stades, on va dire, de ta vie. Et il te manque une grosse pierre à ton édifice, c'est la réussite de l'entrepreneuriat. Moi, je canalise au niveau médiumnité parce que je suis née comme ça. Donc, moi, j'ai presque envie de dire, je mets mes doigts dans la prise et j'ai la Wi-Fi. Je peux même voir les vies antérieures. Je vois dans le futur. J'ai des voix. Petite, j'entendais des voix. Hey, Sandy! Tu te dis, waouh, je pète un câble. Non, en réalité, on réceptionne comme une radio. On a des fréquences qui, je pense, s'adaptent en fonction des gens et du récepteur et surtout de l'écoute qu'on va avoir là-dessus. Dans ce projet-là, il y a beaucoup d'amour qui va s'en développer et beaucoup de... Alors c'est drôle, on me montre une image, c'est comme si tu allais par ton projet aider les gens à prendre des bons coups de pied au cul. J'ai souvent des défunts qui viennent, donc j'appelle absolument jamais. Quand je captais des énergies défuntes, de personnes défuntes et que je ne disais pas réellement ce que les gens voulaient transmettre, je rentrais chez moi, je disais c'est bon, je ne vais pas jouer au téléphone et tout. Jusque dans ma douche, j'avais le défunt, comme ça. Ok, je vais la rappeler demain puisque tu insistes. Et je transmettais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'a pas totalement sa liberté. Et ça, c'est le prix à payer. On ne peut pas passer à côté de quelqu'un qui est dans une merde noire, en prendre complètement conscience et dire « Ah non, aujourd'hui, je ne suis pas sorcière, je ne suis pas médium. J'ai des courses à faire. » Les chiffres donnés par le consultant et les cartes tirées permettent à Sandy de faire ressortir les symboles destinés aux futurs tatoués. J'ai des fois déjà des flashs de composition du dessin. Mais pendant la consultation, les gens, sans le savoir, m'ont donné déjà les symboles qui leur correspondent. Se connecter à soi, écouter ses intuitions et son corps pour aider les autres, les guérir et provoquer le changement. C'est ça le vrai pouvoir des sorcières. Celles d'aujourd'hui comme leurs ancêtres avant elles. Elles n'avaient pas des super pouvoirs, c'était juste des femmes qui ont été persécutées parce qu'elles n'étaient pas nées à la bonne époque. Il y avait des femmes queer, c'était des féministes avant même que le terme n'existe, qui venaient en aide à d'autres femmes. Elle expliquait aux femmes comment avoir le contrôle de leur propre sexualité, le contrôle de leur, des naissances. C'était des médecins et que justement cette connaissance a fait qu'on voulait les tuer. Donc évidemment, c'est le symbole le plus logique qu'on puisse prendre à notre époque, mais aussi dans les années 60-70.
c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. À cette époque, Anne Sylvestre use de sa plume et de sa guitare pour aborder avec finesse mais sans complaisance la condition féminine. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux, j'étais la déesse mère. Une sorcière comme les autres, cette chanson, c'est le plus beau texte du monde qui a été écrit sur les sorcières, je trouve. Et sur les femmes. Je suis la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux, j'ai envie de le chanter dans la rue, quoi. Enfin, charge mentale, avortement, viol, Anne Sylvestre avait des décennies d'avance. Les artistes d'aujourd'hui ont repris le flambeau. Leurs chansons sont imprégnées des combats post-MeToo et sont devenues des hymnes féministes. Donc laisse-moi te chanter, palais de fer. Les paroles sont plus directes, mais le message reste le même. Aujourd'hui, plus que jamais, la sorcière est le symbole d'émancipation des femmes. Dans les cortèges, elles brandissent leurs ancêtres et s'inspirent de leur esprit d'indépendance pour défendre leurs droits et leur liberté. il y a vraiment, dans ces moments-là, un truc qui est hyper important, c'est le fait d'être ensemble, parce que là, on ne craint rien. Les femmes tissent des liens et se réapproprient l'espace public. Elles investissent la rue et les lieux squattés par les hommes. Ensemble, elles n'ont plus peur. Héloïse roule toutes les semaines avec le roller coven d'Inès, une autre sorcière engagée. Elle a créé ce coven pour permettre aux femmes, principalement, pour se réapproprier en fait l'espace public et aussi pouvoir rouler dans une sphère de bienveillance, de soutien, de sororité en fait. À l'ère des réseaux sociaux, les nouvelles générations sont bien plus impliquées dans les luttes politiques. Bah, franchement, cette nouvelle génération, moi, je suis en admiration. Mon compagnon appelle Naya, donc ma fille cadette de 13 ans, une social justice warrior, parce qu'elle essaye de se battre pour à peu près toutes les causes. Moi, à leur âge, vraiment, mon but dans la vie, c'était de me marier et d'avoir des enfants. Et elles, pas du tout. Je pense que leur pop culture joue un rôle parce qu'ils sont acteurs et actrices maintenant avec les réseaux sociaux, les nouveaux médias, notamment TikTok, où là, on crée du contenu, on peut dire des choses. Caroline appartient à cette génération hyper connectée qui ne cesse de déconstruire notre héritage patriarcal. J'ai trop hâte. Ça fait depuis le mois de mars là, que j'ai rendu et que j'ai hâte de voir le coffret final. Là. Ça fait trop bizarre. Sauger pour mettre les bonnes énergies. L'illustratrice a dépoussiéré le tarot classique Rider-Waite. Ce jeu, il est vraiment chouette, mais il est quand même assez... c'est très blanc, c'est très hétérosexuel. Donc cette carte, elle symbolise la rencontre. Chaque fois, je suis là, bon bah voilà, imagine peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément un mec et surtout pas avec des collants jaunes en mode Moyen-Âge et petites jupettes. Donc j'avais besoin d'avoir un jeu qui ressemble plus à notre époque, à notre société. Et pour moi, c'était aussi super important d'avoir une personne en fauteuil roulant parce que je trouve que ces personnes ne sont pas assez mises en valeur dans notre société, on les voit pas assez. Une fois j'ai fait le tirage, j'aime bien faire des petites présentations sur... comme ça les gens ils ont une belle photo qu'ils peuvent garder aussi. Je pense que la nouvelle génération, là, ceux qui sont nés après 2000, ils ont une conscience plus politique, plus écologique. Ouais, ils ont plus d'attentes. Nous, je pense qu'on a été la dernière génération à être naïve, à grandir dans un monde où on se disait encore que tout était possible, où on avait du plastique partout, c'était OK. Là, on est dans une période qui est très dure et je comprends pourquoi les séries sont plus hardcore, plus dures, elles sont plus sombres. Ces dernières années, nos Madeleines de Proust préférées ont été revisitées. Des reboots au casting plus inclusif où les femmes et la sororité sont mises en avant. Un pari risqué et pas toujours réussi. Le reboot de Charmed était vraiment pas essentiel. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien à retoucher ou à corriger sur cette série. J'aurais préféré que ces filles-là, qu'on crée des personnages pour elles
qu'on crée vraiment une série qui n'a rien à voir. Littéralement, dans le premier épisode, le premier démon qu'elles affrontent, c'est un prof dans l'université qui est accusé d'agression sexuelle. C'est #MeToo, voilà, il y a des pancartes, il y a une manif, c'est pas hyper subtil. Les nouvelles aventures de Sabrina sont bien plus sombres. L'apprentie sorcière est plus tourmentée, son caractère plus nuancé. Ça ne passe plus de créer un personnage féminin qui serait un stéréotype. Ça n'est plus possible. On est plus exigeant que ça aujourd'hui. Est-ce que ça s'améliore? Je ne suis pas certaine. Tant que les contenus ne seront pas réalisés par des femmes concernées, ça risque d'être compliqué encore. En 2015, c'est une femme à l'écriture pour le préquel de La Belle au bois dormant. Et cette fois-ci, la sorcière est au centre de l'histoire. Dans la scène la plus poignante du film, on découvre la véritable raison de sa méchanceté. Son amant la drogue afin de lui voler ses ailes, celles qui lui permettront de devenir roi. C'est clairement une métaphore du viol en fait. Il la drogue et quand elle se réveille, elle saigne. Une femme qui a du pouvoir, je vais la droguer, je vais la mettre inconsciente, comme ça je vais pouvoir faire ce que je veux d'elle, quoi. Parce que sinon elle va se rebeller, elle va utiliser ses pouvoirs, sa parole pour aller à l'encontre de mon désir. Mais la vraie révolution, c'est la fin du film. Seul un baiser d'amour véritable pourra réveiller la princesse. Et le prince a beau essayer plusieurs fois, elle reste désespérément endormie. Le vrai amour, finalement, c'est l'amour de sa mère d'adoption. J'ai trouvé ça vraiment très beau et ça vient contrecarrer cette idée justement des contes de fées qui a pourri ma vie sentimentale, du coup en me faisant croire que voilà, il y a quelqu'un qui allait me sauver, ma moitié, etc. Et là, à la fin, le baiser sincère d'amour véritable, c'est la sororité. Je suis sûre que si on avait grandi avec ça comme scène finale, plutôt que le prince charmant, on serait peut-être allé un poil plus vite dans notre émancipation et aussi dans ce côté sororité, parce que pendant très longtemps, dans les films, les histoires, les femmes, c'était impossible qu'elles s'entendent entre elles. Forcément, tu as un groupe de nanas, il y a des disputes, il y a des rivalités. Enfin, bien sûr que les femmes, on peut s'entendre, on peut s'entraider et on peut grandir, évoluer ensemble. Qu'elle soit magicienne ou guérisseuse, qu'elle refuse de rentrer dans le moule bien huilé que la société lui tend ou qu'elle se fie au pouvoir des plantes comme à ceux des astres, la sorcière d'aujourd'hui se lève et s'élève, bien décidée à faire entendre sa voix, trop longtemps assourdie. C'est s'assumer, s'affirmer, prendre le pouvoir, prendre sa parole, prendre sa place. Et peu importe si ça fait peur, si ça effraie la société, il est temps, quoi. C'est le pouvoir des femmes qui passe au-dessus d'une médecine, qui passe au-dessus du pouvoir des politiques et du rang social. Tout ce que je suis, c'est-à-dire mais tout, quoi, mon poids, ma taille, mes cheveux blancs, ce que je dis, ma colère, si j'ai envie d'être en colère. Donc voilà, être sorcière pour moi c'est ça. Une femme qui se mettrait au centre de sa vie, qui a la souveraineté sur son propre corps et qui a aussi accès aux connaissances. C'est être vivante en fait et se tenir bien droite. Et je comprends que pour les hommes, ça doit être un moment qui est une période qui doit être assez particulière. Nous, on a un travail de libération, d'affirmation, mais eux, ils ont un travail d'acceptation et aussi d'affirmer leur masculinité d'une autre façon. Moi, j'ai commencé ma vie de militante dans le milieu LGBT. J'ai organisé des prides. Et une des choses qu'on pouvait se dire, c'est espérons qu'on n'ait plus besoin d'eux. Sans doute, espérons qu'on n'ait plus besoin d'eux. Par contre, toujours se souvenir, ça c'est quand même très très important. Maintenant, je pense qu'on n'a pas à se cacher derrière la sorcellerie ou les sorcières pour pouvoir être une femme assumée, revendicarde ou politique.